Alors, bonjour à toutes et bienvenue. Donc aujourd'hui, nous allons avoir une conversation très intéressante avec Pascaline Lombroso sur le sujet de la ménopause. Bonjour Pascaline. Bonjour Rubina, bonjour à toutes et tous. Peut-être effectivement des hommes aussi qui sont intéressés par le sujet parce que ça les concerne aussi indirectement. Mais ça les concerne complètement. Alors Pascaline, du coup tu es praticienne de shiatsu, tu es naturopathe et moon mother. Donc tu es au service de la santé des femmes depuis plus de 15 ans. Et donc à partir de l'âge de 40 ans, tu as commencé à t'intéresser spécifiquement au sujet de la ménopause. Et aujourd'hui, ça fait partie de ton accompagnement auprès des femmes. Donc tu accompagnes des femmes à partir de 40 ans à bien se préparer à la ménopause. Et donc tu transmets des informations, de l'éducation et surtout des pratiques en fait qui permettent aux femmes de déjà bien savoir tout ce qui peut se passer à cette période-là de leur vie et surtout à bien se préparer. Donc ouvrir le champ des possibles pour que la ménopause, donc au lieu d'être considérée comme un peu la fin de la vie d'une femme presque dans notre société, à quelque chose qui peut être vraiment ce moment dans la vie d'une femme qui peut lui permettre de se découvrir davantage, d'être encore en meilleure santé, donc d'améliorer tout un tas de choses dans sa vie. Donc c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Donc tu as également publié un livre qui s'appelle Ménopause Métamorphose. Donc ce livre a été publié en 2023. Et donc on va aussi parler de certains sujets que tu abordes dans le livre. Donc peut-être pour commencer, parce que c'est pas forcément un sujet qui est clair pour tout le monde, et je pense que c'est un peu comme la grossesse et la maternité, c'est les femmes le découvrent au moment où ça leur arrive tout ce que ça implique. En tout cas, c'est les retours que j'ai de femmes qui ont pu traverser cette étape elles découvrent tout un tas de choses qui se passent dans leur corps et elles se disent mais pourquoi on m'a jamais rien dit ça, pourquoi on m'a pas dit ça, pourquoi on m'a jamais rien dit sur ce sujet. Et effectivement, je pense qu'il y a beaucoup d'ignorance en fait, tout simplement sur tout ce qui accompagne cette phase de transition pour les femmes. Peut-être commençons par la base de la base de la base. Définir les termes en fait. Donc on entend différents termes: périménopause, ménopause, postménopause. Est-ce que tu peux poser à quoi ça correspond en fait, à quel moment ça correspond? Tout à fait. Alors tu sais, tu disais qu'il y a de l'ignorance au sujet de la ménopause. Moi, je trouve qu'il y a vraiment surtout un manque de transmission de femme à femme. Parce que en réalité, souvent l'information va être donnée par les médecins, par des journalistes, globalement par la société. Mais cette transmission précieuse de femme à femme, elle manque aujourd'hui cruellement. Tout simplement parce qu'on se retrouve très rarement en communauté de femmes, sauf quand on participe à des cercles de femmes, par exemple. Donc pour moi, il y a vraiment un manque de transmission. Puis je te remercie de m'avoir invitée, parce qu'en fait, aujourd'hui, c'est ce qu'on va faire. On va transmettre des informations sur ce sujet. Donc effectivement, on entend parler de ménopause, périménopause, postménopause, préménopause, etc. Et ça correspond à des temps hormonaux bien différents. On va dire que la ménopause arrive entre grosso modo 45, 55 ans, c'est très variable d'une femme à l'autre. Un indicateur sur l'âge auquel la ménopause peut arriver pour nous, c'est peut-être à quel âge ma mère a été ménopausée. Ça peut me donner une indication. Mais au-delà de ça, on va dire 45, 55 ans. Et ce qui nous fait comprendre déjà que la ménopause, c'est un processus dynamique. C'est pas quelque chose qui nous tombe dessus comme ça d'un seul coup, comme si on ne savait pas que ça allait nous arriver. Donc la préménopause, c'est tout ce qui va se passer avant, notamment avec les fluctuations hormonales, avec le cycle menstruel qui va être plus ou moins régulier, avec, moi je dis souvent le moment de la préménopause, c'est une amplification de notre période prémenstruelle. Donc la période prémenstruelle, je pense que beaucoup de femmes la connaissent, c'est la période juste avant les menstruations. Et je m'inclus parce que moi c'était comme ça pour moi, et beaucoup de femmes connaissent cette période parce qu'on est plus fatigué, plus irritable, on sent qu'il y a quelque chose qui est bouleversé dans notre corps et qui est normal en fait. La société comment dirais-je, ne valorise pas du tout cette période-là, parce que la femme là on la voit complètement cyclique, mais avec au contraire plein de potentiel. Donc la préménopause, c'est un peu une amplification de comment j'ai vécu, comment j'ai traversé ma période prémenstruelle. Donc, d'où l'intérêt moi je dis toujours à partir de 40 ans, de se dire, OK, qu'est-ce qui se passe pour moi dans mon cycle menstruel? Donc là, c'est un chamboulement hormonal. En général, il y a une chute de ce qu'on appelle la progestérone, qui est cette hormone sécrétée en deuxième partie de cycle. Et on va dire que les ovaires répondent moins bien aux informations hormonales qui lui sont données. La ménopause, c'est l'arrêt des menstruations.
C'est-à-dire que là, les ovaires disent stop, on va plus produire de ce fameux endomètre qu'il y a, enfin cet épaississement de la muqueuse utérine qui donne les menstruations. Donc la ménopause, moi j'aime bien dire en réalité, elle dure un jour. C'est le jour de nos dernières menstruations. Ce qui me fait dire que je suis pas ménopausée jusqu'à la fin de ma vie. C'est l'arrêt d'une fonctionnalité. Le corps dit stop. Il n'est plus le temps d'être mère. Et la post-ménopause, c'est, ok, tout ce qui va se passer moi j'aime bien dire les 3-5 ans qui suivent, parce que ce que j'ai observé, c'est qu'il y a encore une sorte de mémoire, d'empreinte de cette cyclicité. Donc je peux parler de mon expérience qui est que pendant les 2 années qui ont suivi, c'est comme si j'avais encore une certaine cyclicité mensuelle, et puis qui s'estompe pour être plus en lien, en phase avec le cycle des saisons. Et toutes ces phases-là, les 3 phases, pré-ménopause, ménopause, post-ménopause, constituent la périménopause. Parce que périménopause, ça veut dire tout ce qui se passe autour de la ménopause. Donc, on a bien compris, ce sont des temps hormonaux différents, avec différents symptômes ou pas de symptômes. En fait, c'est très variable d'une femme à l'autre. Et tout ça, ça englobe ce grand passage. Et c'est pour ça que je dis toujours que c'est un processus dynamique dans lequel on va pouvoir inscrire des habitudes de vie qui vont venir nous soutenir pour ensuite aller vers ce que les Chinois appellent le deuxième printemps, et qui est en fait la possibilité de se connecter à une créativité plus grande et surtout de déployer nos pleins potentiels. Hier, je regardais sur Instagram et il y a Jamie Lee Curtis qui est une actrice américaine, et elle a 60 ans, donc sa ménopause est déjà passée, et elle disait plus j'avance en âge elle disait en fait ce n'est pas de la mort dont j'ai peur. Voilà, j'ai 60 ans, mais c'est pas de ma propre mort dont j'ai peur. C'est du manque de créativité que j'ai pas mis en place. Et donc, en fait, c'est maintenant que je mets en place ma créativité. Et elle disait qu'à partir de 60 ans, elle avait produit des films, elle en avait écrit, et elle avait fait plus de choses à partir de cet âge-là que ce qu'elle avait fait avant. Et je trouve que c'est la matérialisation de ce deuxième printemps. C'est vraiment la manifestation de ce deuxième printemps et le déploiement de tout notre potentiel. Donc, comme tu l'as dit, c'est loin d'être la fin pour nous. Au contraire, moi, je trouve que c'est le début d'une nouvelle ère, puisqu'on est à peu près à la moitié de notre vie quand quand la ménopause est passée. Donc voilà, pour répondre à ta question et rester dans ce que tu me demandais, et redéfinir les termes de ce grand processus. Merci beaucoup. Je pense que c'est important de poser les bons mots, parce que parfois il y a une confusion dans tous ces termes. Et donc ménopause est utilisé un peu pour toutes les étapes en fait. Peut-être parlons justement de la vision, parce que tu as parlé de la ménopause comme second printemps. Donc effectivement, certaines cultures vont considérer cette phase-là comme la phase qui marque le passage entre une certaine étape de la vie d'une femme et une autre étape de la vie d'une femme. Et c'est vrai qu'en Occident, c'est pas trop comme ça en fait. Donc on a peut-être moins la valorisation des qualités qui émergent après, donc chez les femmes. À ton sens, qu'est-ce qui contribue à ça en fait? Qu'est-ce qui fait qu'en Occident, il y a un peu cette vision de la ménopause qui est un peu la fin de la vie d'une femme en fait, presque. Donc on passe de la jeune femme, de la jeune fille, de ce côté pétillant vers quelque chose qui est beaucoup moins valorisé en fait. Tu viens de le dire en fait, c'est la culture du jeunisme et le fait qu'il faudrait à tout prix rester jeune et ressembler à ce qu'on nous impose comme image de la femme, image dans lesquelles il faudrait qu'on essaye de rentrer alors que en fait ça n'existe pas. Donc pour moi d'abord il y a le fait que la femme, une fois qu'elle a passé sa ménopause, elle récupère de la puissance. Pour moi, mais c'est sûr, quoi. On récupère de la puissance, on récupère de la libido. Donc moi je le dis tout simplement parce qu'il y a plus cette possibilité d'être mère. Donc on se déploie dans notre sexualité de manière beaucoup plus entière et pleine. Et contrairement aux hommes pas à tous les hommes, et je voudrais pas caricaturer, mais globalement, si la femme prend soin d'elle, je pense qu'elle va être en meilleure forme que les hommes. Et pour moi, il y a une forme il vaut mieux dire aux femmes qu'elle va pas être en forme et que la ménopause c'est le début de la fin,
plutôt que d'imaginer qu'on puisse valoriser qu'elle va prendre de la puissance et que voire peut-être on pourrait la mettre un peu plus en avant que son rôle de mère, son rôle de jeune fille, etc. La société y contribue beaucoup, donc dans cette culture du jeunisme, dans le fait que il faudrait rester jeune. Moi, je vois aujourd'hui il faut savoir que les consommatrices, enfin les statistiques disent que les personnes qui consomment le plus de chirurgie esthétique, donc 30% des personnes qui consomment de la chirurgie esthétique ou de la médecine esthétique, sont les femmes entre 18 et 25 ans. Quand j'ai eu ces chiffres-là, moi, je me suis dit, OK, donc, ce qu'il faut qu'on comprenne, c'est que dès 18 ans, si tu commences à rentrer dans ce cercle-là, donc, c'est aucun jugement, chaque personne fait à partir de là où elle en est, comme elle peut, du mieux qu'elle peut. Mais c'est dès l'âge de 18 ans, on commence. En fait, on pourra jamais s'arrêter. Parce que l'avancée en âge, ça, c'est sûr, c'est one way, c'est inéluctable. C'est par l'avant que ça se passe. Donc, et je pense qu'il y a toute une culture du fait qu'il faudrait que la femme reste jeune et qu'elle gagne pas trop en puissance. Il y a, même s'il y a quand même pas mal de mouvements de femmes qui parlent un peu plus de se montrer tel qu'on est, de récupérer tout notre potentiel. Je pense encore que c'est encore dans un microcosme dans lequel on évolue, mais que la majorité sont quand même soumises à cette image-là. Et je pense aussi qu'on est beaucoup sous la coupe de ce qui est dit des femmes de manière générale. Et nous avons un pas à faire pour nous sortir de cette identification-là, pour récupérer ce qu'on veut nous. Donc, en Occident, c'est comme ça que ça se passe, et puis surtout, l'avancée en âge n'est pas très valorisée. Dans d'autres cultures, je pense notamment aux autochtones d'Amérique du Nord, hein, puisque je suis en lien avec ces traditions-là, la ménopause est valorisée parce que la femme est considérée comme ayant atteint une certaine sagesse et maturité, puisqu'elle est passée au travers de son cycle menstruel pendant tant d'années. Elle a pu acquérir l'expérience de cette cyclicité, et en arrivant à la fin de cette de ce qui fait d'elle le potentiel qu'elle puisse être mère, elle récupère un autre potentiel. Et donc les femmes sages sont valorisées. Elles sont même souvent concertées pour avoir la vie. Et il y a d'autres cultures où le Japon, c'est un peu différent parce que globalement, je pense qu'il n'y a pas tellement de possibilités de dire ce qui se passe pour soi. Donc la ménopause, on n'en parle pas plus que le reste, mais c'est du coup, on n'a pas d'injonction de comment il faudrait que ce soit, et surtout, c'est la fin c'est le début de la vieillesse en quelque sorte. Aujourd'hui, c'est présenté comme ça. C'est le début de la vieillesse et le début de plein de symptômes et de la dégradation physique, voire même mentale de la femme. Et aussi, ce que je voudrais rajouter, c'est que le corps de la femme est beaucoup médicalisé aujourd'hui, et que plutôt que d'envisager la femme dans un processus de vie dans lequel on va pouvoir inscrire différentes étapes, il est morcelé. Il y a l'apparition des menstruations, il y a la grossesse, il y a la maternité, il y a la ménopause, et on prend de manière isolée chaque événement en le sortant du fait que ça appartient à une femme qui est dans son environnement, dans sa vie, etc. Donc le fait de morceler quelque part le corps de la femme fait qu'on le sort de cette dynamique-là. Et donc c'est vrai que ces dernières années, ça remonte à il n'y a pas si longtemps que ça, mais il y a beaucoup de communications qui sont faites autour de la ménopause, mais plutôt pour informer les femmes sur les multiples symptômes qu'elles pourraient avoir. Et qu'est-ce qu'on peut y faire ? Il y a souvent cette cette proposition du traitement hormonal qui peut être tout à fait acceptable en fonction de ce qu'on souhaite faire. Mais à aucun moment on nous dit, moi j'ai pas beaucoup entendu dire que ça pouvait être la pleine expression de sa puissance. Donc il y a toujours ce biais qui est, voilà, vous allez avoir ci, vous allez avoir ça. Donc c'est une communication par la peur, je trouve, en Occident. Donc vu que c'est un sujet qui fait partie de sujets clés de communication pour toi, d'accompagnement, de travail, si tu devais porter un message à travers ce que tu fais, quel serait ce message autour de la ménopause ? Donc si tu pouvais réécrire en fait ce qui se dit de la ménopause, ce qui se perçoit par les femmes.
Ah, mais pour moi, c'est ça, c'est je récupère ma puissance. D'abord, je me libère du cycle menstruel parce que même si moi, c'était pas le cas. Même si j'ai préparé ma ménopause à l'âge de 40 ans et j'ai pacifié avec mon cycle menstruel, mais pendant longtemps, j'ai pesté contre lui. Donc, j'ai décidé de coopérer avec lui. Moi, c'est le message principal, c'est comment je vais coopérer avec mon corps pour comprendre les messages qu'il m'envoie, parce qu'en réalité, c'est le corps qui parle. Et comment je vais coopérer avec lui, mettre en place des habitudes soutenantes. Donc, dans les habitudes soutenantes, je repère aussi les messages qui viennent dégrader ça pour traverser ce passage, me mettre dans ce processus pour voir au-delà de ce processus et me dire, OK, qu'est-ce que j'ai envie pour moi dans cette deuxième partie de vie? Comment je peux récupérer de la puissance? Comment justement la créativité, ce que j'ai pas pu mettre en place parce que c'était peut-être le temps de la maternité ou pas, mais en tout cas pour celles qui ont été mères, le temps de la maternité. Et j'aime bien dire, c'est après la ménopause et au moment de la ménopause, c'est comment je deviens féconde à moi-même. Comment je mets cette nouvelle fertilité à mon propre service. Donc, au lieu de s'imaginer qu'il va y avoir plein d'inconforts et de symptômes multiples, encore une fois, qui peut arriver, qui peut ne pas arriver, mais je vois au-delà de ça. Comment je reprends ma puissance? Comment je m'inscris dans ce vivant, dans cette avancée en âge qui va être joyeuse et qui va pas être vécue comme une décrépitude. Parce que dès lors qu'on change de regard, moi j'aime bien dire, je porte un regard différent sur ma féminité, mais c'est aussi sur ma longévité. C'est mais de quoi j'ai envie pour moi? Est-ce que j'ai envie de me mettre dans une case et puis de me laisser couler encore un peu plus? Ou bien alors, est-ce que j'ai envie de rayonner au monde et de montrer? Je pense que nous avons, nous les femmes, qui avançons en âge et qui avons peut-être un peu plus d'expérience sur ce chemin-là, moi je trouve que nous avons une responsabilité de montrer aux femmes plus jeunes qu'autre chose existe. Pour leur dire, OK, waouh, ça m'inspire, j'ai envie de ressembler à ça plutôt que de me mettre dans les messages qui me sont envoyés en permanence. D'ailleurs, messages ou non messages, mais souvent les messages dégradants qui nous sont envoyés. C'est ça, c'est comment je porte un autre regard sur ma créativité, comment je vais pouvoir déployer cette créativité, mon potentiel, et retrouver de la puissance. C'est crucial le regard qu'on porte, et c'est vrai que le regard qu'on porte, c'est jamais dans le vide. C'est aussi il y a beaucoup d'influences extérieures, et c'est du coup toute l'importance, comme tu disais, à la fois de la communauté de femmes autour de nous, comment elles voient la ménopause. Donc moi, je sais que ça a été le cas pour la sexualité, pour ma perception du simple fait d'être femme tout court. Donc je sais que j'avais une certaine perception de qu'est-ce que c'est être une femme jusqu'à un certain âge de ma vie. Et en fait, cette perception a énormément changé. Donc avec mon entourage, avec les personnes dont j'ai été entourée. Donc j'imagine que ça fait une vraie différence d'être entourée de femmes qui vivent leur ménopause d'une façon qui non seulement est harmonieuse dans cette transition, mais aussi qui montre justement cet exemple de cette reconnexion à leur créativité, à leur pouvoir, à leur puissance, le fait d'incarner justement que c'est un second printemps. Et je pense que là où c'est intéressant, c'est que c'est d'une part ce qui se passe à cette période-là, c'est la conséquence de ce qui s'est passé avant. Donc là, c'est un peu comme un révélateur. Et d'autre part aussi, c'est ce qu'on met en place au moment où c'est en train de se passer. Donc toutes les pratiques d'accompagnement qu'on peut mettre en place. Donc certes, j'imagine que ça aide d'avoir vu ces pratiques pendant des années avant, mais il n'est jamais trop tard pour commencer. Il est toujours temps. Ce que je dis, il est toujours temps de se mettre en route vers soi-même. Tu parlais de la communauté de femmes. J'insiste vraiment parce que dans mes pratiques, en fait, moi, ce qui me soutient vraiment, c'est que depuis l'âge de 40 ans, je participe à des cercles de femmes. Donc, une fois par mois. Là, en ce moment, c'est comme ça, c'est une fois par mois. Je participe à un cercle de femmes. Et ça fait toute la différence, en fait. Et ce cercle de femmes, il est animé par une gynéco qui s'appelle Danielle Flomenbaum, qui ne travaille plus, qui a un certain âge et qui a écrit plusieurs ouvrages, dont un que je recommande vivement, qui s'appelle Femme désirée, femme désirante. Parce qu'à l'âge de 40 ans, quand moi je me suis mise en route vers ma ménopause, son ouvrage a été hyper important et hyper inspirant parce qu'elle nous montre autre chose. Et on se dit, waouh, en fait, c'est une gynéco et elle nous montre autre chose. Et donc, comme tu le dis, il est toujours temps de mettre des choses en place. Et c'est possible au moment de la ménopause. J'ai envie de dire, c'est possible
En plus, si les symptômes sont un peu, on va dire modérés, parce que ça demande aussi une disponibilité de mettre en place des habitudes soutenantes dans sa vie. C'est pour ça que de prendre le temps de le faire, on est moins, pardon, on est moins à se dire que d'un seul coup, il y a une révolution complète qui doit être faite dans sa vie. Donc c'est pour ça que j'invite vraiment à, qu'est-ce que je peux faire dès l'âge de 40 ans. Pour les femmes qui seraient directement là concernées, la ménopause se rapproche. Déjà, pour moi, il y a plusieurs piliers, mais il y en a 5 que je trouve hyper importants. C'est le sommeil, le stress, le mouvement, la digestion, l'hydratation. Ça c'est des piliers essentiels. Donc quand je mets stress, on sait que le stress est un processus physiologique à l'intérieur de soi, mais c'est comment je prends soin de mes émotions, comment je porte un regard un peu mieux veillant, on va dire bienveillant sur moi-même, sur ma vie, sur ce qui s'est passé, comment je navigue les expériences de la vie qui me sont proposées, par exemple. Donc pour moi, c'est tout ce que je mets là dans stress. Le sommeil, c'est juste fondamental. Le sommeil, c'est fait pour récupérer, se régénérer, pour détoxiquer, pour tout en fait. Donc aujourd'hui, je sais que beaucoup de personnes sont en dette de sommeil. Notamment, c'est dû aussi aux écrans. Les personnes qui sont dans leur lit, qui scrollent. On est pris un peu dans cette facilité en fait. On est là, on se pose pas de questions. Est-ce que je peux comprendre? Ça a certainement des vertus qui détendent. Mais en tout cas, il faut savoir qu'on s'endort avec les dernières choses qu'on a regardées. Donc moi, je suis très vigilante à ce que je lis ou à ce que j'écoute ou à ce que j'entends au moins 1 heure avant d'aller me coucher, parce que ça fait toute la différence. Donc d'être vigilante quand si j'ai une discussion stressante juste avant de me coucher, si j'ai regardé les infos avant de me coucher, parce qu'on nous présente que les horreurs du monde, si j'ai regardé un film, horrible, je vais m'endormir avec ça. Donc la qualité du sommeil va être directement influencée par ce qui se passe dans la journée, mais aussi les heures juste avant de se coucher. Donc pour moi, le sommeil, c'est un pilier et il y a plein de choses qui peuvent se réguler par le sommeil. Et le mouvement, évidemment, nous sommes des êtres qui sont faits pour être en mouvement. Donc le mouvement, c'est pas simplement faire du sport 1 fois par semaine, c'est comment dans mon quotidien je bouge. Tout est fait aujourd'hui pour qu'on ne bouge plus. On est dans notre canapé, on peut commander à manger, on a les télécommandes, on n'a plus d'efforts à faire. Bon, je dis pas qu'il faut retourner, mais presque si, il faudrait se remettre dans des mouvements que l'homme était fait pour faire. Donc s'accroupir, s'étirer, bouger. Donc ne serait-ce que ça, de ramener du mouvement. On est beaucoup assis sur nos chaises, donc se lever, pourquoi pas être debout quand on travaille, mais remettre du mouvement dans sa journée. En dehors du sport. Je sais plus qui avait parlé de ça, c'est un livre que j'avais lu qui s'appelle... à propos du mouvement, ça m'échappe là. Et c'était une scientifique qui avait écrit ce livre et elle disait que les personnes qui font 1 heure de sport par jour et qui le reste de la journée sont sédentaires, en fait, déclarent les mêmes maladies que les personnes qui ne bougent pas. Ça veut dire qu'il vaut mieux mettre un peu de mouvement régulièrement dans sa journée. Peut-être marcher 5 minutes, alors évidemment que aujourd'hui on a une ère où il faudrait marcher plus, mais bon, déjà c'est mieux que rien. Donc ça c'est super important, le mouvement, à se rappeler qu'on est fait pour bouger. De bouger le corps, tout simplement, danser dans sa cuisine, ne serait-ce que ça. Et puis, quand je parle de la digestion, parce que l'alimentation, c'est effectivement tout ce qu'on met en place, donc je dis pas alimentation, mais volontairement digestion, parce que au-delà des aliments qu'on va mettre dans notre assiette, de notre rapport à l'alimentation, ce qui va faire la différence, c'est comment je les digère, comment j'assimile les nutriments, comment j'évacue, parce que la digestion, ça commence dans la bouche, on va dire ça commence dans l'assiette et ça finit dans les toilettes. Donc c'est tout ce processus-là qui va être hyper important. Et l'hydratation. J'ai reçu des femmes en séance qui ne buvaient pas d'eau, qui buvaient par exemple 1 litre de coca dans la journée, mais l'eau c'était juste impossible. 1 litre de coca dans la journée. Et plusieurs, c'était pas tous les jours. Mais oui, c'était leur boisson, c'était leur manière de s'hydrater. Donc je sais, ça semble gros, mais crois-moi qu'il y en a beaucoup encore qui le font. En tout cas, sans s'en rendre compte. Je peux boire du coca de temps en temps, mais c'est un verre tous les 3 mois, quoi. Et de toute façon, soyons bien clairs, c'est pas un aliment santé le coca. C'est sûr.
Je fais un mauvais jeu de mots avec ça auprès de mes enfants, mais je vais pas le faire ici. Mais bon, bref, donc c'est pas du tout, le coca n'est pas un aliment santé. Donc déjà, revenir en fait à du bon sens. C'est-à-dire que nous sommes constitués à plus de 70%, 80% d'eau dans notre corps. Et je prenais toujours cette image. Je me dis, imaginez un aquarium avec des poissons. Et en fait, dans cet aquarium, vous mettez 1 litre de coca, 4 tasses de café, un verre de vin rouge, un verre de vin blanc, puis hop, un petit peu d'eau. Donc, quelle est la couleur de l'eau de l'aquarium? Elle est foncée. Et donc, imaginons que les poissons, ce sont nos cellules. Et qu'en fait, faut imaginer que tout ce qu'on va apporter en termes de liquide, c'est ce dont nos cellules vont se servir pour s'hydrater, pour enlever les déchets, etc. Donc, on comprend mieux que on s'encrasse en réalité. Donc l'eau, c'est vraiment fondamental. Mes enfants, ils disaient quand j'étais petit, l'eau c'est la vie. Mais réellement, l'eau c'est la vie. Donc c'est pour ça que j'insiste sur l'hydratation. Beaucoup de personnes ont aussi des maux MAUX par manque d'hydratation. Notre corps, notre système hormonal, tout notre mode de fonctionnement a besoin d'eau. Donc voilà, moi j'aime bien me baser sur ces 5 piliers-là déjà, c'est pas mal. Et puis évidemment, il y a plein de pratiques à ajuster en fonction. Mais donc, quand on est prête à décider, quand on décide que, ok, j'ai envie de mettre en place des habitudes soutenantes pour moi, on commence. Voilà, on choisit une chose parmi ces 5-là. Ça peut être le sommeil, ça peut être l'hydratation, mais au moins déjà une chose. Et petit à petit, on rajoute une autre chose. Ça, c'est quand je suis dans la période, j'ai pas trop de symptômes. Pour les femmes qui ont beaucoup de symptômes, j'avoue que c'est vrai, ça peut être plus compliqué parce que d'abord on est aux prises avec ce qui se passe pour soi. Comme souvent, la femme n'y a pas pensé avant, elle a vraiment l'impression que ça lui tombe dessus comme ça. Et ce qui est en vrai une réalité, quand on n'a pas pensé sa ménopause ou ce qui se passe pour soi dans l'avenir, quand on est un peu collé à notre quotidien pour X raisons, parce que c'est vraiment un tourbillon le quotidien. Là, ça demande. En mentionnant l'ensemble des symptômes possibles. Donc, je pense que les plus connus, c'est les bouffées de chaleur, la sécheresse vaginale. Donc, c'est vraiment, je pense, le top 2 des plus connus. Qu'est-ce qui est possible, en fait, dans les symptômes? Parce qu'il y en a aussi qui sont pas connus. Parce que, par exemple, j'ai des amis en ce moment qui sont dans ce processus. Et en fait, ce qui est en train de se passer, c'est beaucoup de perturbations émotionnelles. Donc, il y a une hypersensibilité. Ouais. Et ça, je pense, c'est pas forcément ça fait pas partie des symptômes qui sont connus. Et donc, du coup, les femmes qui traversent cette phase-là, c'est un peu en mode surprise. C'est vrai. En fait, il peut y avoir plein de symptômes. Et moi, je pense que ils arrivent pas de manière isolée. Je le remets dans un contexte. Vraiment, parce que j'insiste, c'est un processus dynamique. Donc, on a plein de symptômes qui arrivent ou pas. J'insiste, le ou pas. Et parfois, ça peut être aussi en lien avec ce qu'on a déjà vécu. Donc, effectivement, Finalement, ça révèle en quelque sorte aussi. Moi, c'est pour ça que je dis que ça révèle ce qui s'est passé avant. Pour moi, c'est un amplificateur de notre période prémenstruelle. Et moi, finalement, j'ai pas eu tellement d'autres symptômes que ce que j'avais quand j'étais en période prémenstruelle. Donc, effectivement, il y a les bouffées de chaleur. Mais j'aime pas les nommer parce qu'en les nommant, j'ai l'impression de les figer. Mais bon, je vais quand même les nommer parce que tu me le demandes. La sécheresse vaginale, les douleurs articulaires, à plus ou moins loin l'ostéoporose, il peut y avoir des problèmes cardiovasculaires. En fait, les œstrogènes ont quand même un effet protecteur sur notre corps, sur l'ensemble de notre corps. Mais ce que je voudrais dire, avant de citer les symptômes, c'est que notre corps, il est extrêmement bien fait. Et que si nous prenons soin de nos émotions, de notre stress, et quand je dis prendre soin de tout ça, c'est apporter suffisamment de temps de répit et de repos, parce que de toute façon, nous allons être soumises à du stress, c'est pas qu'il va plus y en avoir dans notre vie, mais de comprendre que nous avons besoin de ces temps de récupération. Et si donc, allez, on imagine, j'ai fait tout ce qu'il fallait pour soutenir ma vie, y compris les temps de récupération face à tous les temps de stress que j'ai eus. Le corps est extrêmement bien fait. Certes, il y a un arrêt de production des oestrogènes par les ovaires, mais notre corps a ce qu'on appelle des systèmes relais. Et donc, les surrénales ont la capacité de transformer ce qu'on appelle... Si les surrénales sont en forme. Donc, et tu as compris pourquoi je te disais de prendre soin de tout ça. Si nos surrénales sont en forme, elles ont la capacité de produire des oestrogènes qui vont remplacer nos tissus gras
aussi, c'est la raison pour laquelle moi, je pense qu'on prend un peu plus de graisse à la ménopause, parce que notre corps sait que c'est dans ces tissus-là qu'il va y avoir la possibilité de potentiellement d'œstrogène, et puis également au niveau du foie. Mais en arrivant dans des conditions optimales, c'est-à-dire que si notre foie a été saturé par, je sais pas moi, trop de toxiques, donc trop d'alcool, trop de tabac, trop de café, trop de stress, il est pas. On va dire que produire des oestrogènes, c'est pas la priorité, absolument pas. Donc la nature a été bien pensée en réalité. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, ok, les ovaires ne produisent plus, mais le corps avait prévu ce changement et la bascule devait se faire de manière très lente. Aujourd'hui, il faut reconnaître que nous sommes toutes soumises à une accumulation de stress. Encore une fois, le stress dans notre vie, on en aura toujours, mais c'est cette accumulation et ce manque de temps de récupération en face, parce que beaucoup de femmes considèrent un niveau de stress élevé comme étant normal. Ça, c'est cette fameuse compétitivité dans laquelle il faut qu'on soit, tenir à tout prix, il faut que, voilà, c'est plutôt bien d'être dans un rythme un peu effréné, mais c'est pas du tout physiologique pour nous, les femmes en tout cas. Donc il y a ça, effectivement, il peut y avoir des problèmes de concentration, il peut y avoir du brouillard cérébral, il peut y avoir des problèmes de peau qui se dessèchent plus vite. Je sais pas, aujourd'hui, il y a plus de 35 symptômes pour la ménopause. Mais ça, ce sont les plus connus. Et effectivement, cette fameuse irrégularité d'humeur, ça, oui, c'est vrai. Et moi, c'est ce que j'ai eu, mais c'était ce que j'avais déjà en période prémenstruelle. Donc, oui, ça, c'est pas toujours facile. Mais de savoir que c'est en lien avec ça et d'en informer son entourage, ça aide aussi à être soutenue. Parce que souvent, quand la femme ne comprend pas ce qui se passe pour elle, c'est difficile de l'expliquer à l'entourage. Mmh. Donc on nous dit juste que quand on est énervé, on a nos règles, et puis quand on a la ménopause, c'est la ménopause. Mais oui, mais en fait c'est pas juste ça. C'est comprenons que encore une fois, la femme ne vit pas toute seule dans une grotte. Elle a un environnement, et que son environnement, plus il va être informé de ce qui va se passer pour elle, et plus il va pouvoir être soutenant. Et il y a aussi tout une communication à avoir. Oui, dis-moi. Est-ce que tu voudrais bien partager comment ça s'est passé pour toi en fait? Donc avec la préparation que tu as pu mettre en place, avec aussi donc au-delà de la préparation spécifiquement pour la ménopause, toutes les pratiques que tu as pu faire au cours de ta vie. Comment cette transition s'est passée pour toi? Qu'est-ce qui a été facile? Qu'est-ce qui a été difficile à vivre? Bien sûr, chaque transition va être unique, donc chaque femme va vivre différemment. Est-ce que tu as certains éléments que tu voudrais partager avec nous? Oui, moi, c'est à l'âge de 40 ans. Mais vraiment, ça m'est tombé dessus comme ça. Je me suis dit... Moi, je vais avoir 40 ans cette année, donc c'est le moment. En fait, ça a correspondu au moment où je finissais ma formation en naturopathie. Et il y a une de mes enseignantes qui un jour a dit: mesdames, la ménopause, ça vous tombe pas dessus comme ça se prépare 10 ans avant. Je pense que je suis la seule à l'avoir entendu. Et moi, ça m'a fascinée. Là, je me suis dit, ben oui, en fait, bien sûr. Pourquoi? D'un seul coup, ça prenait tout son sens. Et pourquoi ça a pris tout son sens? Parce que moi, quand j'ai eu 40 ans, donc c'était il y a 14 ans, c'était à peu près au début où on commençait à parler de l'épigénétique. Donc l'épigénétique, qui est cette science qui nous dit que 95% de l'expression de nos gènes va être modulée en fonction de comment je mange, comment je dors, comment je respire, mes relations, mon environnement, etc. Et là, je me suis dit, mais oui, donc bien sûr, si dès aujourd'hui, je mets en place des choses qui vont être soutenantes pour moi, c'est sûr que dans 10 ans, j'aurai en tout cas un peu avancé sur ce chemin-là d'habitudes de vie qui vont venir me soutenir. Donc à l'âge de 40 ans, et moi la question que j'ai posée à cette enseignante, c'est: mais comment on sait qu'on va avoir que 10 ans avant, c'est quand? Et c'est là où elle a dit: écoutez, il faut se référer à peu près à l'âge de la ménopause de votre mère. Donc moi je savais que ma mère, elle avait eu sa ménopause à l'âge de 40 ans. À l'âge de 50 ans. Donc j'ai dit, parfait, ça tombe hyper bien, 40 ans avant. C'est maintenant. C'est maintenant. Et en fait, ça n'a pas été un chemin simple, parce que dans ma famille, il n'y avait pas du tout de transmission sur tout ce qui était le féminin, pas tellement pas vraiment de transmission. Donc je suis allée chercher ailleurs,
ce que je pouvais mettre en place pour préparer ma ménopause. Donc, au-delà de l'alimentation, au-delà de tout ce que j'avais pu apprendre en naturo, donc l'alimentation, le mouvement, l'exercice, etc., je me suis dit, mais la ménopause, en fait, c'est en lien avec quoi? Et c'est là que j'ai compris, mais c'est en lien avec le cycle menstruel. Donc, si je m'intéresse à mon cycle menstruel, puisque la ménopause, c'est le dernier jour de nos menstruations, forcément que je vais cheminer vers la ménopause. Et donc, ça a été comme ça que je me suis intéressée à mon cycle menstruel, contre lequel j'ai pesté pendant des années, parce qu'il y avait 2 semaines par mois où j'étais dans une forme éclatante. Comme j'ai un peu une tendance à aimer faire plein de choses, c'était hyper bien. Et puis 2 semaines par mois où j'étais hyper fatiguée, dans un état. Et là, mais je m'en voulais. C'est-à-dire, non seulement je prenais pas soin de moi parce que je luttais contre cet état-là, qui était un état de fatigue et où j'aurais dû prendre soin de ça. Et puis, en plus, je pouvais pas faire tout ce que je voulais. Donc, c'est là où j'ai appris à coopérer avec mon cycle menstruel, à le comprendre, à comprendre que dans les 2 phases, donc la phase prémenstruelle et la phase menstruelle, si je prenais soin de moi et prendre soin de moi, c'est pas forcément m'arrêter, c'est avoir cette conscience que même déjà 20 minutes de repos par jour en plus, ou de faire parce que en phase prémenstruelle, on a besoin de développer notre créativité. Donc déjà de me remettre au contact de choses créatives, ça venait nourrir mon être. Et donc de faire ça et de savoir que pendant la période menstruelle, donc c'est là où nous avons nos menstruations, je prends un peu de plus de repos, en fait ça va changer tout le reste de mon moi. Donc ça, c'est ce que j'ai dû apprendre. Parce que bien entendu que l'accumulation de fatigue mois après mois, ça va pas faire que le syndrome prémenstruel va s'améliorer. Donc moi, ça a été cette découverte-là. Ça a été de comprendre comment je peux mieux fonctionner avec plus d'amitié. C'est vraiment ça. C'est rentrer en amitié avec quelque chose qui me faisait suer au départ. Et c'est là où j'ai rencontré des femmes qui transmettaient, donc aussi bien d'un point de vue plus spirituel, c'est-à-dire quelle énergie j'ai en fonction des différentes phases de mon cycle, d'un point de vue physique, avec aller dans la matière, donc comment je rentre en contact avec mon corps. Donc moi j'ai une pratique de massage des seins depuis pratiquement 15 ans, aller aussi à la découverte de mon bassin, de mon utérus, de mes ovaires, de savoir comment ça se passe, la découverte de mon sexe, de ma vulve, enfin, juste s'intéresser à qu'est-ce qui se passe pour moi dans mon corps et où est-ce que c'est. Pour moi, un des problèmes aujourd'hui, c'est que, notamment par rapport à la sexualité, je vois que beaucoup de femmes remettent entre les mains de leur partenaire leur plaisir, leur sexualité, alors que nous avons à développer ça avec nous-mêmes. Et ça a été pour moi quelque chose d'hyper important. C'est-à-dire, mieux je me connais, mieux je connais mon bassin qui est ma base, et puis c'est là où ça se passe en fait. Donc, mieux je connais ça, et plus je vais rentrer dans cette amitié, dans cette bienveillance avec moi-même. Donc, ça a été la découverte de qu'est-ce qui se passe en réalité dans mon cycle menstruel. Et donc, j'ai cheminé. Et puis, un autre point qui a été hyper important, ça a été d'observer, de repérer comment la société nous envoyait des indicateurs négatifs sur ce passage. Et le temps de le repérer, ça demande aussi une certaine vigilance à tous les mots qui sont utilisés pour définir la femme. Et notamment, c'est pour ça que je dis pas je suis ménopausée depuis 6 ans, qui me mettrait dans un état où je reste, mais j'ai eu ma ménopause il y a 6 ans. Donc ça a été tout un cheminement, et puis à 45 ans, mon cycle a commencé à cafouiller, j'avais mes menstruations toutes les 3 semaines, donc, et en même temps j'étais fatiguée, mais en même temps j'étais heureuse parce que je me dis ouais, ça va être bientôt. Parce que moi j'avais envie de la ménopause, j'avais envie de voir ce qui allait se passer. J'avais cette curiosité. Je me dis qu'est-ce qui va se passer. Vraiment, j'abordais cette période de ma vie avec joie, avec enthousiasme, avec curiosité. J'avais cette notion du deuxième printemps, et en réalité, c'était pas tellement la ménopause que je voulais voir. Mais c'est quoi ce deuxième printemps? Et alors, qu'est-ce qui s'est passé après? Et donc, c'est quoi ce deuxième printemps? Moi, je trouve que l'écriture de mon ouvrage est la manifestation, entre autres, de ce deuxième printemps, puisque c'est arrivé en 2023, donc ça fait déjà 5 ans que j'avais eu ma ménopause, 4 ans. Et le fait de me dire que tout allait être possible, quand ça m'a été proposé, j'ai dit c'était pas ce que je m'attendais. Je savais pas ce qui allait arriver, mais ok, si on me le propose, c'est que je suis capable de le faire. Je me suis dit ok, déjà
c'est un premier pas pour exprimer cette traversée, là où j'en suis, mon expérience. Parce que finalement, il y a peu d'expériences qui sont relatées comme la mienne dans les livres qui existent sur la ménopause. Et donc, pour moi, c'est vraiment la manifestation, voilà, concrète, réelle de ce dont je suis capable pendant ce deuxième printemps. Et ce deuxième printemps, ça a été aussi une libération de la sexualité. Il y avait plus ce poids de je vais être mère. Non, je suis plus mère. Je veux dire là, c'est 100% que pour moi. Donc il y avait ça aussi, et de continuer à se mettre en chemin vers ok, c'est quoi la prochaine chose là que je vais créer, c'est quoi comment je reprends ma puissance, comment je me positionne dans ma famille, comment je pose des limites. Pour moi, ça a été très clair. C'est-à-dire que d'un seul coup, c'est pas que je suis plus mère, j'ai 2 enfants, je continue à être mère, mais je deviens aussi cette mère pour moi-même, cette mère qui va prendre soin d'elle-même et qui va poser ses limites pour elle-même. Donc il y a eu tout comment dirais-je, une évolution vers plus me prioriser. Et en fait, mais pratiquement tous les jours, je dis mais qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour prendre soin de moi, pour me prioriser. Et bon, ça c'est mon histoire personnelle. Moi, comme j'ai beaucoup tiré sur la corde de mon énergie, donc moi ma priorité c'est aujourd'hui préserver cette énergie, et je prends mes décisions à partir de mon énergie. Est-ce que ce soir je peux sortir, ou bien je m'organise. Voilà. Je dis que je suis pas du matin, et c'est plutôt la vérité. Mais en même temps, mon livre, il a été proposé d'écrire en juillet 2023. Et là, je me levais à 5 heures, je me levais avec le soleil, je faisais 1 heure de pratique et j'écrivais jusqu'à 11 heures. Mais forcément, je me couchais à 8h30, 9h. Donc, je pense que je peux être du matin si je me couche plus tôt. Spontanément, je le fais pas. Mais c'est ça que je veux dire, c'est qu'en fait, tout est possible. Plutôt que de nous figer dans une case, je suis pas du matin, si je mets en place les conditions pour, et qu'on n'est pas en hiver, je pense que je peux l'être. Et donc, ça a été tout ce cheminement vers, mais tout est possible, en fait. Voilà. Qu'est-ce qui ne serait pas possible à partir du moment où je décide de mettre en place ce qu'il faudrait pour soutenir une certaine vision, par exemple. Et pour moi, c'est vraiment ça le deuxième printemps. C'est comment je reprends ma puissance, comment je garde cette puissance-là à l'intérieur de moi, comment je repère aussi quand je la mets à l'extérieur de moi, et comment je me réapproprie tout ça. Et dans les pratiques qui m'ont aussi aidée, donc j'ai parlé beaucoup des cercles de femmes, mais ça a été les pratiques de méditation. Donc pour moi, la méditation, c'est pas être plus calme, mais c'est au contraire mieux observer mes pensées automatiques, comment je fonctionne, mieux observer l'agitation que j'ai et qui est en lien avec l'agitation que j'ai dans mon quotidien. Ces pratiques de méditation, puisque ça va faire plus de 20 ans, c'est ça, plus de 20 ans, plus de 20 ans que j'ai des pratiques de méditation. Donc des pratiques, en fait, qui viennent nourrir mon être intérieur et qui viennent soutenir cette meilleure compréhension que j'ai de moi et qui fait que je fais aussi confiance à l'intelligence de mon corps. Merci beaucoup pour ce partage. J'aimerais bien aussi qu'on aborde le sujet de la sexualité parce que c'est un sujet qui est important. Donc moi, le sujet d'accompagnement, c'est effectivement autour de l'intime. Donc j'accompagne les femmes à entrer au contact d'elles-mêmes. Donc ce que tu as dit tout à l'heure, je trouve que c'est très juste. Donc avant de parler de la sexualité à deux, c'est comment est-ce que d'abord et avant tout on construit ce lien avec soi-même. Et c'est vrai que moi, depuis le début de mon activité, donc il y a 9 ans, j'ai toujours eu des femmes de tous les âges. Donc tous les âges, y compris donc autour de la ménopause, périménopause. Ça allait jusqu'à passer 70 ans dans les femmes que j'ai accompagnées. Et je trouve ça fascinant à quel point ces femmes qui parfois ont mis la sexualité sur le 38e plan de leur vie, en fait, à partir du moment où elles commencent à porter de l'attention à cette partie-là de leur vie, de leur anatomie, à quel point ça revit, en fait. Et je pense que ce qui va aussi avec un peu le déclin de la sexualité féminine à partir d'un certain âge, pour les femmes qui croient dans cette idée-là, c'est presque une autosuggestion de cette partie-là, c'est terminé, en fait, alors qu'en réalité, il n'y a rien d'un point de vue physiologique qui fait que ça doit être le cas. Mais je pense que là, ce qui est important à souligner, c'est, je le constate même pour moi, donc c'est à quel point ça demande du coup de l'entretien à partir d'un certain temps. Donc s'il y a des choses à 20 ans qui fonctionnent toutes seules, donc ça marche tout seul, il n'y a besoin de rien.
c'est vrai qu'à partir de 40 ans, il y a besoin de plus d'attention. Donc ça veut dire quoi, attention? C'est exactement des choses dont tu as parlé déjà. C'est l'alimentation pour bien prendre soin de nos hormones. C'est le mouvement. Je pense que ça, c'est une des parties les plus essentielles. L'automassage, le toucher. Donc moi, je parle beaucoup de pratiques d'automassage intime, automassage yoni. Et je vois à quel point, en fait, ça fait une énorme différence pour les femmes que j'accompagne qui sont passées 45, 50 ans. Donc à quel point ça fait revivre leur intimité. Et du coup, je voulais aussi avoir ton avis donc sur ce sujet-là, et aussi donc on a abordé tout à l'heure la notion de sécheresse vaginale comme un des symptômes majeurs dont on parle autour de cette période-là. Et donc en réalité, c'est pas une fatalité. Donc c'est quelque chose qui peut ne pas exister avec la mise en place de certaines pratiques. En t'écoutant, il y a une chose qui me vient à l'esprit, c'est que effectivement, la sexualité est, en fait, j'aime bien quand tu dis elle a été mise sur un 38e plan. Je vais donner 2 exemples. Encore une fois, donc on sait bien que la médecine fait quand même un peu autorité. J'ai accompagné une femme qui avait des sécheresses vaginales, et donc son gynéco, et donc elle en parle à son gynéco, qui lui dit vous n'avez qu'à vous mettre au tricot, madame. Sérieusement? Je plaisante pas. Ok. J'en ai une autre, c'était une sage-femme qui m'expliquait. Et la sage-femme lui dit mais votre vagin est à la retraite. Non mais tu vois ce que je veux dire, c'est que c'est pour ça que je dis que notre corps est morcelé, c'est-à-dire quand un médecin ou une sage-femme ausculte le vagin, mais ils ont oublié que autour il y avait un être humain. Tu vois, mais d'où tu fais ce genre de réflexion. Et donc je sais que ça peut ancrer chez ces femmes l'idée que c'est la fin, puisque une personne faisant autorité, une lui a dit d'aller faire du tricot, et l'autre que son vagin était à la retraite. Mais donc il y a aussi comprendre que ne pas s'identifier à ce qui est dit de nous, pour moi, c'est aussi un pilier hyper important. Prendre soin de sa vulve, de sa sexualité, ça se prépare, et pour moi, c'est une continuité aussi de ce qu'on peut mettre en place dans notre vie. Les automassages sont super importants, et puis aller observer, regarder ce qui se passe. Et moi, la sécheresse vaginale, honnêtement, j'en ai pas eu, mais parce que je m'occupe, je prends soin de ma vulve, de mon vagin, de cette partie de mon corps, je ne l'abandonne pas, parce que pour moi, il peut y avoir, par exemple, tu vois, il peut y avoir des médicaments qui entraînent de la sécheresse, il peut y avoir des sous-vêtements, par exemple les sous-vêtements en nylon, il faut pas oublier ça, tu vois. Et puis il y a eu une mode de lingettes. On avait des lingettes pour s'essuyer, mais ça, faut oublier. Les tampons blanchis au chlore entraînent. Ça, c'est important d'en parler. Mais donc, oui, ça crée de l'inflammation dans le corps, en fait. Bien sûr, ça crée de l'inflammation. Donc moi, quand j'étais plus jeune, j'ai utilisé ces dispositifs, et jusqu'au jour où un jour j'ai retiré mon tampon et j'ai cru que toute la muqueuse de mon vagin venait avec. Sur là, j'ai dit non, stop, quoi. En fait, il y a un problème. Et donc ça, ce sont des signes où on se dit ok, il faut s'occuper de soi différemment. Donc c'est pour ça que je dis ça arrive pas tout seul. Si on a eu 40 ans de tampons blanchis au chlore, il y a de grandes chances qu'il y ait de la sécheresse vaginale. Je sais aussi que aujourd'hui il y a des jeunes femmes qui utilisent des parfums. Il y a des parfums qui ont été créés pour mettre sur au niveau de la vulve et du vagin. Je savais pas que ça existait pour le coup. Mais non, mais je crois que je sais plus qui m'a dit ça. Comme si on devait cacher une odeur. Et donc tout ça crée bien sûr de la sécheresse vaginale. Donc qu'est-ce que j'ai mis en place dans ma vie pour que ce soit comme ça, en sachant qu'il est toujours temps, donc de revenir, de réinvestir cette zone avec soin, avec douceur, avec respect, comprendre que notre vagin et notre vulve ont une dignité à respecter, que il y a
les automassages avec des huiles appropriées qui vont être bienfaisantes, qui vont venir nourrir et reconstruire la muqueuse vaginale. Donc oui, c'est possible. Et c'est même plus que possible, c'est souhaitable pour soi, pour notre équilibre. Moi, je trouve que se remettre dans sa base, dans son bassin, dans son sexe, c'est récupérer aussi de la puissance. C'est remettre le centre de gravité à sa place. Parce que souvent, notre centre de gravité, il est par là, non, mais c'est vrai, je t'assure, il est pas où il faudrait. Donc, c'est se réancrer, c'est se reconnecter à quelque chose d'ancestral en soi, quelque chose qui fait que nous sommes femmes et que nous sommes femmes depuis des millénaires. Et femmes en lien avec la terre depuis des millénaires. Et ça, là, cette connexion-là, pour moi, elle est fondamentale. En tant qu'être humain, on a passé plus de temps, notre corps, notre mémoire cellulaire connaît plus le lien avec la terre que le lien avec le béton. Donc, retournons. Et puis les femmes, je veux dire, si on est là aujourd'hui, c'est que toutes ces femmes-là, elles ont vécu, hein. Donc, cette connexion à sa sexualité et de la reprendre entre nos mains, c'est-à-dire ne pas la remettre entre les mains de X personnes ou enfin, peu importe. C'est regagner en puissance. Donc les automassages, c'est super important et ça fait partie de cette puissance féminine qu'on a. Alors, tu fais partie aussi de l'édition actuelle de ma formation professionnelle chimie intime intégrale. Et je serais curieuse de savoir, donc déjà, parce que tu avais déjà énormément de pratiques qui étaient en place. Donc le massage des seins, je sais que ça fait des années et des années que ça fait partie de ta pratique et d'autres pratiques de mouvement, etc. Qu'est-ce que tu as reçu dans la formation ou peut-être pratiqué, ou parfois ça atterrit différemment, qui change aussi des choses dans ton approche professionnelle. Donc, quels sont les outils en fait qui sont venus s'ajouter à ceux que tu avais déjà dans ta trousse en fait? Alors moi, j'ai choisi ta formation parce que tu commençais par parler du système nerveux et de l'amour de soi. Et là, pour moi, je me suis dit, ok. En fait, je veux dire, instinctivement, il y avait quelque chose de la compréhension que le système nerveux, c'est ce qui chapeaute tout, hein, en fait. Hein. Tout le reste. Le système hormonal, il est sous l'influence du système nerveux. Donc là, je me suis dit, ok. Donc, ce qui a été important pour moi, là où on en est déjà dans les outils, ça a été des pratiques différentes pour me connecter, par exemple, à mes émotions, à faire de l'espace dans le corps, à des validations je ressens ce qui se passe et je cherche pas à lutter contre, mais au contraire, je traverse sans le fixer, mais je vois ce qui se passe dans le corps. Je repère où j'en suis dans ce système nerveux, qui est pas juste hyper stress ou hyper détente et qui a des nuances. Et d'ailleurs, je trouve que cette première partie là sur le système nerveux, elle est tellement fondamentale pour comprendre aussi rétrospectivement des choix que j'ai pu faire et dans quel état du système nerveux j'étais. Cette compréhension-là est vraiment forte aussi pour pas se flageller, mais pour dire ok, vraiment j'ai fait du mieux que j'ai pu avec les connaissances que j'avais à l'instant où c'était. Et puis de comprendre que effectivement, accéder à cette intimité avec soi-même, ça se fait quand on est dans un état de détente et puis de respect du corps pour pas forcer. Et ce module sur l'amour de soi, qui est quel que soit finalement ce que je traverse, je m'apporte ce soin et cette bienveillance, et je repère les petits diables intérieurs qui sont constamment en train de faire dire t'es pas assez ceci, t'es pas assez cela. Pour moi, l'amour de soi, c'est ça, c'est aussi repérer ce que j'aime pas pour y amener un peu plus de douceur, de bienveillance, d'amour. Et je dis toujours que ça vient agrandir. Bon, il y a ce que je suis à l'instant où je suis là aujourd'hui, et les pratiques complémentaires viennent agrandir l'espace en fait autour. Donc c'est comme si ça venait décupler tout ce que je pouvais faire. Et donc tu as des pratiques de visualisation que j'adore. Et il y en a une qui est très importante pour moi, puisque j'ai eu à me reconnecter à cette guidance intérieure, donc le sanctuaire intérieur. Je trouve que c'est très puissant, et en tant que femme, normalement, nous y avons accès
assez facilement. Et pour les femmes qui ont dans leur cycle menstruel, on a accès facilement à cette guidance intérieure, justement, en période prémenstruelle et en période menstruelle. Donc, ça m'a reconnecté à des pratiques que j'avais et que j'avais pas abandonnées, mais du fait de moins de cyclicité, je suis moins au contact finalement de ce que je pouvais mettre en place qui me nourrissait. Donc, ça a été aussi me rappeler que, ah oui, en fait, c'est important là, cette guidance-là. Et très étonnamment, puisque là, nous avons abordé le module sur le bassin, et c'est vraiment un truc vraiment tout bête. Tu nous as montré une image en 3D d'où se positionnait le clitoris. Et alors, je pensais pas qu'il était aussi au contact, aussi proche en fait, qu'on pouvait le toucher aussi proche au niveau des lèvres externes. Et là, je dis mais en fait oui, en fait il est là, il n'est pas comme ça ni comme ça, il est là. Donc même si je connais bien mon bassin, l'anatomie, ça permet d'affiner et d'aller encore plus en profondeur dans cette connaissance de mais où je suis en fait quand je pose mes doigts sur ma vulve. C'est pas question même déjà de rentrer, c'est juste je pose et comment les tissus se détendent et où est-ce que c'est quoi. Et donc ça me fait toujours beaucoup sourire parce que moi je pars du principe que j'ai toujours quelque chose à apprendre quand j'intègre une formation. Donc je suis toujours curieuse de ce qui va m'être proposé et de voir comment je vais pouvoir m'en servir et l'intégrer pour moi. Et là j'ai envie de dire que d'avoir déjà certaines connaissances, je vais encore plus en finesse dans ce qui est proposé. Donc aussi bien les pratiques audio, de méditation, de visualisation qui nourrissent en fait le quotidien et qui nous rapprochent de notre corps. En fait, moi, il y a ça aussi qui est important, c'est comment je me mets encore plus à l'écoute de mon corps, puisque si j'ai envie de prendre des décisions à partir de mon énergie, j'ai à être à l'écoute des informations que mon corps m'envoie. Et ça peut être très subtil parfois. Donc, plus ces pratiques s'affinent et se font, et plus on comprend ce que le corps envoie comme message. Et puis les pratiques où on est dans la matière. Voilà, vraiment dans la matière. Donc, aussi bien dans les seins que dans le bassin, les pratiques de mouvement. Oui, c'est amené avec un autre prisme, une autre manière de faire. Donc, ça vient enrichir et potentialiser parfois, ou bien valider ce que je faisais déjà. Merci Pascaline. C'est vrai qu'en réalité, quand on regarde les pratiques qui nous font du bien à tous les niveaux, donc que ce soit au niveau de notre santé en général, que ce soit au niveau de notre sexualité, donc toute la période de transition autour de la ménopause, en réalité, c'est souvent les mêmes choses qu'on retrouve. Ouais. Et c'est vraiment, pour moi, c'est une sorte de bon sens, tu vois, ok, si je veux être en bonne santé, c'est bien dormir, c'est bien manger, c'est bouger mon corps, c'est m'aimer, me toucher avec soin, me toucher avec amour, me masser, prendre soin de mon système nerveux. Donc en fait, c'est les mêmes choses sur tous les plans, et après ça dépend juste de sur quoi on met le focus en fait. C'est exactement ça, c'est revenir à du bon sens, tout simplement. Ouais. Et aujourd'hui, toutes les sursollicitations qu'on peut avoir nous brouillent. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire, c'est-à-dire que on a des informations en continu, par exemple, et si on reste, il n'y a pas de solution miracle en fait. Il n'y a pas de pilule qui peut enlever tous les trucs. Enfin, tu vois, moi, je travaille beaucoup avec le bassin. Il y en a une quand même qui pour moi est hyper importante, c'est que plus tu te nourris d'informations extérieures, qui sont pas forcément, quand je dis nourrir, ça veut pas dire nourrir dans le bon sens. Plus tu te laisses abreuver d'informations extérieures, et moins tu as contact avec ton intérieur. Donc c'est parfois couper avec des informations extérieures, donc couper la télé, couper les réseaux, ou en tout cas choisir ce qu'on veut et revenir à ce qui se passe pour toi à l'intérieur. Et ça, c'est aussi un des piliers pour le passage de ce processus de la ménopause. Yes. Alors du coup, je reboucle sur ton livre. Donc c'est bien sûr est disponible à l'achat, donc vous pouvez vous le procurer. C'est un livre qui est très complet, donc je vais juste vous dire les différentes parties que le livre couvre. Donc dans le premier chapitre, donc c'est vraiment il est dédié au fonctionnement du cycle menstruel. Tu parles également des différents archétypes, donc quels
quels archétypes peuvent se manifester, de quelle façon. N'hésite pas à rajouter des choses après si tu veux préciser. Là, je fais juste un petit overview pour mentionner les éléments qui sont importants dans le livre. Donc, dans le deuxième chapitre, tu parles justement de la transition, ménopause, périménopause, donc tout ce qui peut se passer durant cette phase, la post-ménopause, donc en détaillant un peu les différentes phases de chacun de ces processus, de chacune de ces étapes de vie. Et ensuite, c'est vraiment du coup comment m'accompagner. Donc il y a certains éléments que tu as mentionnés tout à l'heure. Donc là, dans le livre, tu dédies un chapitre à l'amour de soi. Donc je pense que ça, c'est vraiment un sujet qui est absolument essentiel. C'est la base de tout. Le deuxième chapitre, c'est l'alimentation. Le troisième, c'est l'énergétique féminine, donc qui va aussi parler de la sexualité, notamment. Pas que. La connexion au bassin, les pratiques. c'est ça, exactement. Ouais. Les pratiques d'automassage, les pratiques de connexion à l'utérus. Et après, le quatrième chapitre, donc la connexion au corps. Donc, tous ces espaces qui sont vraiment du domaine de pratiques à mettre en place dans la vie, dans le quotidien. Et le dernier chapitre, donc tout ce qui est connexion avec les éléments, la nature, la terre. Donc, voilà, un aperçu assez complet de tout ce que vous pouvez mettre en place. Donc, toi, tu as mentionné tout à l'heure dans notre échange quelques éléments, mais je trouve que pour les femmes qui veulent vraiment approfondir, le livre propose une approche qui est plus en détail, forcément, plus complète dans ce que tu as pu expérimenter, mettre en place. Et donc, tu as accompagné jusqu'à présent beaucoup en individuel. Donc, je sais qu'aujourd'hui, tu es plutôt en phase de transition vers plutôt du groupe, des retraites. Est-ce que tu veux nous en dire un peu plus sur les sujets autour desquels tu souhaites accompagner? Donc, parmi les sujets que tu as pu aborder dans les accompagnements individuels, est-ce qu'il y a des fils spécifiques qui ressortent, qui t'intéressent particulièrement? Alors là, comme tu le dis, je suis en transition. Je laisse de la place pour que, je pense, émerge quelque chose de différent. Mais en tout cas, une chose qui est très importante pour moi, c'est comment je vais me servir de la ménopause comme tremplin pour aimer cette avancée en âge, pour aller vers une longévité qui va être complètement assumée, épanouissante, mais sur tous les plans de l'être, hein, que ce soit physique, énergétique, personnel, professionnel, relationnel. C'est prendre en compte tout ça. Et pour moi, il y a un élément qui est très important dans ce que j'ai traversé et qui me semble important pour toutes les femmes, c'est cette connexion au transgénérationnel et à nos lignées de femmes. Il faut bien comprendre que dans nos vies, parfois, nous avons des schémas qui se répètent, nous avons des croyances qui sont là et qui ne nous appartiennent pas forcément et qui sont en lien avec des mémoires que nous avons héritées de notre transgénérationnel, de nos lignées de femmes, de nos lignées d'hommes, peu importe. Et la prochaine retraite que je vais faire sera fin juin, début juillet, et justement, ce sera comment mettre le transgénérationnel au service de mon féminin, comment aller repérer, voilà, dans le transgénérationnel, dans l'arbre généalogique, ces fameuses mémoires qui sont là, que j'ai récupérées et qui peut-être m'entravent aujourd'hui. Pour moi, le travail que j'ai fait sur l'arbre généalogique, donc ça a duré longtemps et ça dure encore, hein, c'est ce qui a permis de soulever le plus rapidement des schémas qui se répètent et des croyances. Et ça, j'ai vraiment à cœur de le proposer, parce que comme je le disais, la femme n'est pas juste une ménopause ou un utérus. Tout ça, ça s'inclut dans un environnement qui est son être humain, dans sa famille, dans sa communauté, dans sa société, dans ce qui est culturel et dans son transgénérationnel. Donc, ça fait beaucoup de couches, en réalité, pour essayer d'accéder à soi. Parce que d'ailleurs, je sais que tu aimes bien Gabor Maté. Je suis en train de lire son livre qui s'appelle Le mythe de la normalité, et je crois que il y a un autre Allemand qui s'appelle, j'ai oublié, un Allemand qui s'appelle Van Kessel, qui a écrit Le corps n'oublie rien. Et lui, il dit qu'en fait, on n'est pas le produit de qui nous sommes. Nous sommes d'abord façonnés par la culture avant d'être, parce que nos parents sont façonnés par
la culture dans laquelle nous vivons, et qu'effectivement pour accéder à cette partie intime de soi, à notre être essentiel, ça demande d'en enlever des couches. Voilà. Donc je trouve que le transgénérationnel nous aide pas mal à ça. Mhm. Alors c'est fascinant parce qu'il y a tellement d'approches en fait, tellement parce que le transgénérationnel ça fait partie des sujets importants, mais il y a tellement d'autres approches possibles et je pense que c'est aussi important de voir dans quelle temporalité un certain besoin émerge, parce que je sais que par exemple dans mon voyage personnel il y a aussi un moment où je suis allée regarder cet aspect-là et je pense que c'est important de voir à quel moment ça se manifeste à nous en fait, parce que selon différents moments de notre exploration personnelle, il y a certains sujets qui peuvent être plus présents, en fait. Tout à fait. Exactement. Et puis c'est intéressant, comme tu le dis, au moment où ça se présente, parce que on va aller regarder aussi dans l'arbre le moment dans lequel ça se présente, ce qui s'est passé pour les lignées. Donc oui, c'est ça qui est fascinant, c'est que il y a toujours un moyen d'accéder en fait à ce qu'on souhaite en réalité. Dès lors qu'on se met en route vers soi, je trouve que ça se présente. Voilà, les chemins pour accéder un peu plus à ce que j'ai envie de faire vraiment, ça va se présenter. Ouais. Quoi. C'est vrai qu'en fait, je trouve qu'on est vraiment guidé à partir du moment où on commence le cheminement. Donc, je sais que dans mon voyage personnel, tout a toujours été guidé étape par étape, par étape. Donc, ça se passe par les rencontres. Tout comme cette vidéo, tu vois, il y a peut-être certaines femmes qui vont regarder cette vidéo et ça va leur ouvrir de nouvelles perspectives sur certains sujets. Et je trouve que c'est ça qui est aussi intéressant, c'est à partir du moment où on manifeste un certain intérêt pour un certain sujet, du coup, il y a tout un champ d'informations qui peut venir à nous à travers différents formats. C'est ça, ça s'ouvre, tout simplement. C'est-à-dire que tu parlais du champ des possibles, et ça, en fait, le champ des possibles s'ouvre. Mm-hmm. Parce qu'en réalité, toi, tout est là. C'est ce que je viens de dire, tout est là. On choisit aujourd'hui, je choisis ça, mais en fait, je pourrais aller là, tout est possible. Et c'est ça qui est joyeux et réjouissant. Mm-hmm. Et j'aime beaucoup le message que tu portes et que je pense que ça serait bénéfique pour l'humanité en général que ce soit plus répandu. Donc ce temps de ménopause qui est vraiment le tremplin vers plus de puissance, plus d'authenticité. Ça l'est naturellement, mais ça bénéficierait d'être plus répandu comme vision pour que plus de femmes se l'approprient. Ouais. Donc merci beaucoup Pascaline pour ton temps, pour cet échange. Merci beaucoup aussi pour le message que tu portes. Merci. Donc moi qui approche de la quarantaine, donc ça fait partie aussi des sujets que je commence à explorer parce que jusqu'à présent c'était pas trop le cas. Donc merci pour ce que tu as pu partager et pour ton livre également. Donc merci les femmes qui souhaitent être accompagnées par toi, donc aujourd'hui elles peuvent te rejoindre sur ton compte Instagram. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres canaux que tu souhaites communiquer? Écoute, mon site qui est donc plus du tout à jour puisqu'il parlait de ce que je faisais avant sera remis, je pense, comme je laisse pas mal émerger, mais en tout cas peut-être pour la retraite, donc d'ici 1 mois ou 2. Donc mon site, il suffit de t'appeler Pascaline Labroso et on tombe dessus assez facilement. Sinon par le canal Instagram, c'est celui sur lequel je suis le plus régulièrement. Donc Labroso Pascaline, et vous allez aussi avoir le lien en dessous de la vidéo. Mot de la fin? Ah, le mot de la fin, oui, c'est vraiment, j'incite les femmes à s'emparer de qui elles sont pour pouvoir mettre leur puissance et leur rayonnement au service de l'humanité, et que chaque mot qui a pu résonner pour elles là, dans ce que j'ai dit, elles puissent en être la gardienne pour que ça résonne et que ça rayonne encore plus loin. Yes, je dis oui à ça. Merci beaucoup Pascaline. Merci.